Monsieur le gouverneur, monsieur le vice-gouverneur, monsieur le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, monsieur et les membres du gouvernement de la BCEAO, mesdames et messieurs les hauts responsables des banques centrales de la République de Guinée, de Mauritanie et de la BCEAO, messieurs les hauts responsables des cadres des administrations économiques et financières, en particulier les DG du Trésor qui ont voulu s'associer à cet événement, messieurs les dirigeants responsables des établissements de crédit, messieurs les directeurs de l'agence IMOA Titres, avec lesquels nous avons fait beaucoup d'initiatives au sein de la banque, messieurs les chercheurs enseignants des universités et centres de recherche, monsieur le représentant du FMI au Sénégal, honorables invités en vos rangs et qualités, je vous remercie pour votre présence à cette conférence. L'intervention sera articulée autour de 5 axes. La dette publique, pourquoi il faut la dette publique, qu'est-ce qu'on a fait avec, quels sont les résultats obtenus, est-ce qu'aujourd'hui il faut continuer dans ce sens. L'analyse de la soutenabilité de la dette dans le pays de l'Union, l'impact de la crise de la COVID sur les économies, les politiques de relance qu'il faut faire ou que les pays ont engagé de faire, et quelles sont les possibilités pour financer ces politiques que les pays ont définies. Il faut indiquer que les pays africains, en particulier ceux de l'UEMOA, font face à d'importants besoins de financement. Et alors que l'accès aux ressources s'est fortement rétréci en raison de la hausse récente de leur endettement. Alors, vous verrez qu'il y a des progrès qui ont été enregistrés avec l'endettement qui a été contracté, mais les pays de l'UEMOA sont toujours en retard par rapport à beaucoup d'autres régions, notamment en termes de taux de pauvreté et d'infrastructures dans la santé, l'éducation et les transports. L'emploi des jeunes constitue également une préoccupation dans les pays de l'Union. Alors, l'espace budgétaire qui s'était largement agrandi après l'initiative PPTE et IADM en 2005 s'est fortement rétréci. Et c'est dans ce contexte aujourd'hui que la crise de la COVID est venue dégrader davantage la capacité de financement des pays. Alors, la question entre la soutenabilité de la dette et la relance économique qui est indispensable devient une question centrale qui justifie les échanges que nous aurons ce soir. La dette publique, telle qu'elle est définie dans les textes qui régissent la dette publique au sein de l'Union, c'est l'ensemble des créances financières qui exigent le paiement des intérêts ou du principal par le débiteur créancier à une date dans le futur. Elle regroupe les emprunts intérieurs et extérieurs contractés directement par l'État, mais les emprunts intérieurs et extérieurs contractés par les démembrements de l'État également, et les emprunts publics et privés garantis par l'État et ses démembrements. Les emprunts publics et privés garantis prennent de l'importance, surtout avec la dimension de partenariat public-privé qui est de plus en plus utilisée par les pays de l'Union pour financer les infrastructures. Quelles sont les causes de la dette? La première cause de la dette, ce sont les charges, les dépenses de l'État. Puisque les revenus sont limités alors que les besoins sont très importants, je vous ai présenté ici l'évolution des 2 grands postes de dépenses. Les dépenses courantes qui, effectivement, en 2010, étaient autour de 11,5% du PIB et qui croissent progressivement. On voit qu'en 2020, on était à 14,6% du PIB. Les dépenses en capital, qui sont les dépenses utilisées pour faire les investissements, on voit aussi qu'on a une progression constante. Ici, bien qu'on ait présenté les dépenses en pourcentage du PIB, il faut reconnaître que les pays ont enregistré des croissances parfois de 7%, depuis 2012 d'au moins 6,5%. Pourtant, en proportion, les dépenses sont toujours en hausse. La deuxième cause de l'endettement, c'est la faiblesse des recettes. Ici, j'ai présenté l'évolution du taux de pression fiscale. On voit que les recettes sont en hausse,
mais nous sommes encore à une norme de 12,8%, alors que dans l'Union, notre ambition était d'atteindre 20%. Donc, la marge de progrès reste encore importante et autant de gaps qui justifient qu'il faut aller encore emprunter pour faire face aux dépenses. J'ai mis un troisième élément qui est important parce que dans la plupart des pays, on a le sentiment que nos pays bénéficient énormément de dons. Vous voyez que les dons dont bénéficient nos pays dans nos budgets sont en baisse continue. Le graphique rouge, c'est pour montrer la tendance baissière des dettes. Donc, nos pays ne sont pas soutenus en matière de dons. Alors, j'ai présenté ici l'ensemble. Si les dépenses ne sont importantes, les recettes sont faibles, c'est les deux illustrations que vous avez. Il en sort un déficit qui est en vert, mais on a une norme dans l'Union qui était de 3%. C'est la barre rouge qui indique la norme de 3%. On voit que les pays de l'Union ont évolué en dessous des 3%, mais à partir de 2014, avec l'augmentation des programmes d'investissement, on est sorti au-dessus des 3%. Mais la crise de 2020 montre que le déficit qui était retombé à 2,7 en 2019, il a pris un gap pour aller à 5,4%, pratiquement le double. Donc, on voit ici le lien qu'il y a entre les dépenses de l'État et la nécessité de s'endetter parce que c'est difficile, il faut qu'il soit financé, soit par des ressources intérieures ou des ressources extérieures. Mais l'endettement que nous avons fait, est-ce qu'il a servi à quelque chose? J'ai présenté ici, à titre d'illustration, pour les infrastructures, l'électricité, les taux d'équipement. On passe de 20% à 43,8%. Donc, quelque part, on a doublé la capacité de raccordement électrique dans les pays de l'Union. Mais 43%, on voit encore la marge qui reste à faire. J'ai présenté le stock de capital public qui a fortement progressé dans l'Union en liaison effectivement avec les dernières années, les endettements importants qu'il y a eu dans les pays de l'Union. Mais ce stock de capital public, c'est lui qui sert pour financer les infrastructures de santé, les nouvelles écoles à construire, les infrastructures de transport. Donc, on constate dans l'Union qu'effectivement, il y a des progrès qui sont enregistrés, mais vous verrez par la suite que les progrès restent encore trop faibles. En termes de santé, j'ai présenté ici le taux de mortalité dans l'Union. Aujourd'hui, il y a des pays de l'Union dont les performances peuvent être comparées aux performances moyennes dans le monde. Mais il y a encore beaucoup de marge dans beaucoup de pays de l'Union. Mais les progrès sont là. Quand on voit la courbe en bleu, qui est le point de départ de 90, et les résultats que nous avons aujourd'hui en 2018, on voit qu'il y a des progrès notables dans l'ensemble des pays de l'Union. Ces progrès sont en partie dus aussi à l'endettement que nous avons fait pour accompagner les financements. Alors, j'ai présenté en termes de scolarisation le taux brut. On voit que le taux brut, quand on regarde la moyenne de l'Afrique subsaharienne, on regarde dans les pays de l'Union, la moitié des pays de l'Union sont au-delà pratiquement de cette moyenne. Mais tous les pays de l'Union ont enregistré des progrès extraordinaires sur la période. Mais on remarque que malgré ça, il y a encore certains pays qui ont des marges de progrès pour pouvoir se conformer aux normes. Il faut indiquer que dans la scolarisation, les pays ont fait beaucoup d'efforts, pratiquement jusqu'à 16 ans, et c'est gratuit dans l'école publique pour l'éducation des enfants. Alors, j'ai donné ici sur la dimension sociale, la question qui fâche le plus souvent, l'évolution de la réduction de la pauvreté dans l'Union. On voit que quand on prend l'évolution de la réduction de la pauvreté, de plus de 60%, aujourd'hui, elle tourne autour de 36-37%. Donc, on a une baisse de plus du tiers de la pauvreté. Mais si vous avez encore 35% de la population qui est jugée pauvre, on n'a pas besoin de dire que les besoins restent encore importants. Donc, j'ai mis à côté l'amélioration de l'évolution du revenu
au niveau de l'ensemble des pays de l'Union et on voit qu'il y a une nette amélioration du revenu dans l'ensemble des pays de l'Union. Alors, on a enregistré des progrès, on s'est endetté pour le faire, mais il y a encore des besoins considérables. Voilà un graphique qui illustre le gap qu'il y a entre les pays de l'Union et les autres pays dans le monde. Ici, c'est le capital, le stock de capital. Vous voyez que le graphique en jaune, ce sont les pays de l'Union. Il est largement en bas. Quand on regarde, on compare par rapport aux pays d'Afrique subsaharienne, on est en bas, en moyenne. Si on compare par rapport aux pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, l'écart est encore très significatif. Donc, les besoins en termes de capital pour pouvoir investir dans les infrastructures d'éducation, de santé, ils sont encore énormes pour les pays de l'Union. J'ai mis juste ici le Forum économique mondial en termes de performance en infrastructure. On voit que le pays le mieux classé, c'est Singapour, qui a 95,4 et les rangs, qui a le premier rang. Quand on regarde l'ensemble des pays de l'Union qui sont classés dans ce forum, on voit la marge de progrès encore à faire par nos pays. Je n'ai pas présenté les éléments de Doing Business pour ce que vous tous, vous savez. Alors, si on a emprunté, on a réalisé des choses, il y a encore beaucoup de gaps. Quelle est notre situation en termes d'analyse de la soutenabilité? La soutenabilité, c'est tout simplement la capacité de s'acquitter de toutes ces obligations de paiement actuelles et futures sans recourir à une aide exceptionnelle. Ce qu'on appelle aide financière exceptionnelle ici, c'est tout simplement une accumulation d'arriérés de paiement qui va se traduire par la suite par des remises exceptionnelles de dettes. Donc, s'il faut l'éviter, le cadre de viabilité aujourd'hui qui est le plus partagé et qui est utilisé pour valoriser ou plutôt évaluer nos pays, c'est le cadre de viabilité mis en place par le FMI et la Banque mondiale. Alors, il permet d'apprécier la soutenabilité de la dette à moyen terme dans les pays à faible revenu. Il utilise des indicateurs, des seuils indicatifs liés à la capacité d'endettement et il essaie de faire des scénarios aussi bien de référence avec des scénarios de choc. L'avantage du cadre de viabilité par rapport à beaucoup d'autres modèles que nous utilisons, on va en parler de certains par la suite, c'est que le cadre a l'avantage d'intégrer l'ensemble des variables et pour l'ensemble des secteurs économiques, y compris les questions de viabilité monétaire. Et il présente l'avantage de faire une vision prospective de l'économie, ce qui permet de voir sur 10 ans ce qu'on peut avoir et de faire des chocs. Mais les critiques qui sont faites pour ce cadre, c'est que dès qu'il définit des seuils, il permet de définir des montants d'endettement pour des pays et ces montants sont relativement fixes jusqu'à ce que le cadre soit revu. Donc, alors que l'économie, c'est une dynamique et il faut que la révision soit dans cette dynamique. Donc, c'est l'un des reproches qui est fait à ce cadre. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est utilisé pour pouvoir évaluer les performances de nos pays et pouvoir leur permettre de pouvoir emprunter sur le marché international et le marché intérieur. Alors, il y a principalement 4 indicateurs qui sont utilisés pour la notation externe. Vous avez les indicateurs qui sont utilisés en termes de valeur actualisée de la dette extérieure. C'est le PIB et les exportations. Ces indicateurs, je peux les qualifier d'indicateurs de solvabilité. Ça veut dire que ce sont des indicateurs qui apprécient la capacité du pays à faire face à ses engagements à long terme. Et vous avez les 2 autres indicateurs qui sont des indicateurs liés au service de la dette, qui sont des indicateurs de liquidité. Donc, ça permet d'apprécier la capacité du pays, dans le cadre de l'exploitation annuelle de ses finances publiques, de faire face aux services à court terme de la dette. Donc, quand nous allons évoluer par la suite, vous verrez que les pays de l'Union, ils ont moins de problèmes par rapport aux indicateurs de solvabilité, mais ils ont plus de problèmes par rapport aux indicateurs de liquidité. Donc, ça pose la question du fond sur la nature, la maturité
et les taux de la dette pour que effectivement le service puisse être plus compatible avec les indicateurs de solvabilité et donner un peu plus de marge au pays pour emprunter. Le fonds a ajouté une analyse sur la dette globale, tout simplement parce que les marchés financiers régionaux, et mon ami Adrien Diouf pourrait en témoigner, ou le président du CREP pourrait en parler, et ont pris de l'ampleur dans l'ensemble des pays à faible revenu. Et beaucoup de participants qui sont à l'extérieur participent parfois directement à la levée des ressources sur le marché intérieur. Donc, le fonds a introduit une analyse de la dette publique totale pour permettre d'avoir une vision globale de la dette du pays. Quand on applique ce cadre aux pays de l'Union, je vous ai présenté les résultats de 2010 à 2020. On constate qu'en 2010, on avait 3 pays qui étaient dans une position de surendettement élevé. En 2020, il y a seulement un seul pays. En revanche, on avait 2 pays qui étaient dans une position de surendettement faible, ce qui leur donnait beaucoup plus de marge pour emprunter à l'international et au marché intérieur. En 2020, nous n'avons aucun pays. Donc, nous avons seulement, en matière de dette extérieure, un pays en position élevée et les autres sont en position modérée. Mais ce qu'il convient de souligner ici, c'est que pour les 37 pays africains qui sont évalués, 7 sont déjà en surendettement. Ça veut dire 7 déjà n'arrivent pas à faire face à leurs dettes, ont des arriérés. Mais dans les pays de l'Union, nous n'avons aucun pays qui est dans cette situation. Alors, j'ai présenté ici l'autre critère qui fait l'objet souvent de beaucoup de discussions. Ici, j'ai mis le rapport service, le PIB par rapport à la dette, 70%. Alors, la première analyse qu'il faut avoir ici, c'est que tous les indicateurs en matière de gestion économique qui permettent de fixer des seuils ne peuvent pas avoir des seuils qui sont valables pour tous les pays au même moment et pour tout le temps. Parce que la conjoncture économique d'un pays, elle est toujours fluctuante. Mais quand les pays sont dans une union, effectivement, il est important de trouver un indicateur qui est une consolidation qui permet à l'union globalement d'être viable. Donc, dès qu'on arrête l'indicateur, il peut y avoir des pays en fonction de l'évolution de la conjoncture qui trouvent que l'indicateur n'est pas fiable. Chez nous, dans notre zone aujourd'hui, cet indicateur plus le déficit budgétaire de 3% sont des indicateurs qui sont fortement remis en cause par les universitaires et je dirais par d'autres personnes. Donc, les discussions sont en cours. Le pacte de convergence est suspendu dans le cadre, avec la crise, dans le cadre de l'UEMOA. Donc, la commission de l'UEMOA est en train de travailler à voir les nouveaux indicateurs qui pourraient être fiables dans le cadre du suivi de la dette. Mais ce qu'il faut retenir qui est simple, c'est que quand vous êtes dans une union et que vous avez un indicateur simple que tout le monde peut vérifier, que tout le monde peut lire, c'est ça aussi qui est un élément qui permet de mieux arbitrer sur le polysémisme qui se fait dans l'union. Parce que chaque pays est libre de décider de ses finances publiques, il n'y a pas de budget fédéral. Donc, s'il n'y a pas d'indicateur qui permet aux différents gouvernements d'avoir des repères dans la mise en œuvre de la politique budgétaire, on aura des différences fondamentales en fonction des conjonctures des pays. Ça, c'est l'élément qui justifie aussi, qui va dans le sens qu'il faut des critères qui puissent permettre de fonctionner, quitte à les réviser avec une régularité et qui puissent tenir. Parce que même en Europe aujourd'hui, ces critères du pacte font l'objet de beaucoup de discussions et les dernières nouvelles vont aussi dans le même sens que pour l'UEMOA, une analyse pour voir les nouveaux critères qui sont viables. Alors, j'ai mis ici les notations pour les pays de l'Union, parce que ça aussi, c'est une autre méthode d'analyser la viabilité de la dette. Les agences de notation, les grandes agences internationales notent aussi les pays de l'Union. On constate en dehors d'un seul pays, tous les autres pays ont déjà fait l'objet d'une notation. Parce que la notation permet aussi de voir le coût de sortie des emprunts que nous faisons sur le marché international. Et là aussi, il y a beaucoup de sources de discussion. Parce que lorsque vous voulez aller sur le marché international, que vous acceptez de vous soumettre aux règles du marché international, vous avez décidé de partager le consensus mondial
qui est un consensus basé sur le dispositif libéral. Donc, ça veut dire que si votre dette extérieure vient à être très importante dans le cadre de la mise en œuvre de vos politiques, vous aurez aussi des contraintes parce que les politiques que vous allez mettre en place dans le pays doivent toujours vous guider à pouvoir garder votre notation pour ne pas avoir à payer une dette plus importante. Mais ici, ça permet aussi de voir, j'ai mis la Grèce, qui est un pays qui a connu des défauts de paiement. J'ai mis l'Argentine, qui est un pays qui a connu des défauts de paiement. La note des pays de l'Union est meilleure que celle de l'Argentine, mais la Grèce a les mêmes notes que les pays de l'Union. Mais aujourd'hui, la Grèce, le fait qu'elle soit dans une union fait qu'elle emprunte à des taux négatifs. Sur le même marché, nous empruntons à des taux de 4, 5, 6%. Mais quand tu regardes aussi dans notre union, les pays qui n'ont pas de bonnes notes par rapport aux autres bénéficient aussi de l'aspect union et empruntent sur le marché financier régional à des taux qui ne montrent pas une disparité par rapport aux performances en termes de gestion des économies, qui montrent le partage que les pays ont dans le cadre d'une union. Alors, la dette elle-même, comment elle évolue? Vous voyez la courbe en bleu. Si on s'en tenait qu'à l'encours de la dette, les pays de l'Union ne sont pas endettés parce que les pays, les émergents et les économies en développement ont une dette moyenne autour de 60-65%. Les pays de l'Union n'ont atteint 50% qu'en 2020, en y intégrant l'impact de la crise. Les pays avancés globalement sont autour de 124-125%. Donc, la question de fond, ce n'est pas seulement le volume de la dette. J'ai mis à côté l'aide publique au développement. Et là, c'est très frappant. Parce que l'aide publique au développement, on se rend compte que les pays de l'Union aujourd'hui reçoivent moins d'aide que dans les années 70. J'ai fait apparaître ensuite le cadre d'aide au développement. L'engagement des pays développés était de 0,7% du revenu national brut. Aujourd'hui, non seulement ça oscille autour de 0,3%, mais la tendance est baissière. Les pointillés, que la droite en pointillé, c'est pour tracer la tendance de l'évolution de l'aide publique au développement. On voit que la tendance est baissière. Alors, je ne vais pas faire de conclusion, mais c'est pour dire que aujourd'hui, il ne faut pas attendre du côté des dons ou du côté de l'aide publique au développement pour pouvoir assurer le développement de nos pays. Parce que c'est en baisse. Donc, c'est les données qui le montrent. Alors, je vais plus loin. Quand on prend la part des pays de l'Union dans l'aide publique au développement, on a du mal à décrocher ça de l'abscisse. C'est la courbe en bleu. Et cette part qui est encore dessinée pour les infrastructures, elle est encore la plus faible. Alors que quand on regarde les besoins dans les ODD, 60% des besoins, ce sont des besoins en infrastructure pour l'éducation, pour la santé, pour les transports. Et on n'a aucun élément en termes d'apport qui nous permet de faire face effectivement à ces besoins dans les infrastructures. Donc, nous aussi, on va sur le marché, là où tout le monde va prendre l'argent. Donc, on a commencé, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, j'ai mis les éléments, c'est les deux pays qui ont des programmes d'émergence à court terme. Donc, ce sont les deux pays qui ont commencé à aller sur les marchés financiers internationaux en premier. On voit effectivement qu'on commence à mobiliser des ressources d'une manière régulière sur le marché. Mais là aussi, quand vous commencez à aller sur le marché, vous êtes soumis aux règles du marché. Donc, les échéances de l'ancienne dette qui arrive, il faut pouvoir la refinancer. Ça veut dire que comme on n'a pas l'argent pour payer en liquide, il faut prendre des emprunts pour payer et c'est le reste en liquidité qui vient dans nos économies. Je prends par exemple la dette qui a été mobilisée en 2020. Sur la dette mobilisée de 648 milliards, c'est 45% qui ont été utilisés pour pouvoir faire face au remboursement. Donc, c'est le reste qui est venu dans les pays de l'Union, ça veut dire 350 et quelques milliards. Si je prends 2019, c'est 62,9% des recettes mobilisées qui ont servi à renouveler la dette. Donc, ce qui est venu finalement sur les 1431,
c'est un montant de 531 milliards. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 2 pays. À 2021, le Bénin s'est ajouté pour qu'on ait 3 pays aujourd'hui qui mobilisent sur le marché international. Donc, la mobilisation des ressources sur le marché international aussi, il faut qu'on ait d'autres capacités qui puissent permettre de renouveler pour prendre plus. Sinon, et bientôt, on va juste lancer aussi sur le marché international juste pour renouveler la dette qui est déjà en cours. Alors, je présente ici la structure globale de la dette des pays de l'Union. Nous avons 36% qui est constitué de la dette intérieure. Ça veut dire la dette sur le marché financier régional, les bons, les obligations par adjudication avec IMOA-titre, les obligations par syndication avec le conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Mais cette dette intérieure, aujourd'hui, elle est essentiellement, comme je dirais, à 91,2%, une dette qui est destinée, on a ce qu'on peut appeler moyen et court terme. Mais elle est légèrement plus chère que la dette sur le marché international. Parce que pour cette dette, 74% de la dette est pratiquement autour de 6 et quelques. Et c'est 25% de la dette qui est en dessous de 6%. Mais l'avantage de la dette intérieure, c'est que c'est une dette qui appartient aux acteurs du marché. Ici, quand on dit dette intérieure, c'est une dette régionale, ce n'est pas une dette pour un pays. Parce que chaque fois qu'un pays émet une dette dans les pays de l'Union, quand il émet 100, les 40 sont souscrits par des résidents du pays. Et les 60 sont souscrits en général par des résidents des autres pays de l'Union. Donc, quand on parle de dette intérieure ici, c'est la dette régionale parce qu'elle est émise en CFA. Alors, la dette extérieure, c'est le reste, c'est les 64% qui lui reste. Mais cette dette intérieure aussi, à 99%, c'est une dette à moyen et long terme. On n'a pas donc de dette à court terme. Mais l'avantage de la dette extérieure, avec la dimension concessionnelle qui est liée à la dette multilatérale, c'est que c'est une dette aujourd'hui qui, à hauteur de, je dirais, de 64%, le taux d'intérêt est à 2%. 64% de la dette extérieure des pays de l'Union aujourd'hui est à un taux d'intérêt de 2%, entre 0 et 2%. Et c'est le reste qui dépasse les 2%. Alors, ici, j'ai présenté la dette multilatérale. J'ai décomposé la dette extérieure en dette multilatérale. C'est essentiellement le FMI, la Banque mondiale. Je vais ajouter la BAD. Et puis, il y a la dette bilatérale. La dette bilatérale, vous voyez aussi que c'est la dette qui se fait entre pays directement. Cette dette aussi, on voit qu'elle a fortement baissé en 2020 parce que la crise de 2020 a touché tous les pays. Donc, personne n'avait le temps pour pouvoir trouver des ressources pour quelqu'un d'autre quelque part. Donc, ça a chuté. Les projets qui étaient en cours ont continué, mais cette dette a chuté. Alors, la dette dont je viens de parler, les eurobonds, vous voyez que la part, effectivement, en termes de proportion, est plus ou moins stable, mais autour de 15%. Alors, la crise, quel a été l'impact? D'abord, sur la croissance. Nous avions un train de 6,57%. Nous sommes retombés à une croissance, mais positive, de 1,8%, alors que dans le monde entier, et vous voyez même les pays avancés, la croissance était négative de 4,7%. Sur l'inflation, un autre problème qui continue actuellement. Vous voyez que la hausse des prix en Afrique, aujourd'hui, est de 10,8%. Dans les pays de l'Union, la hausse des prix est de 2,1%. Il y a eu juste quelques produits alimentaires dont les prix ont augmenté. Donc, je ne vais pas faire de commentaires sur les conséquences qu'on a vues dans la plupart des pays sur la vie chère. Donc, l'État est obligé soit de faire des subventions directes, donc il faut trouver des ressources, effectivement une partie des recettes fiscales pour faire face, soit de faire des comment on appelle, des compensations. Là aussi, il faut trouver des ressources
pour pouvoir faire des compensations avec les entreprises concernées. Alors, ça revient sur la question du déficit en ce qui nous concerne. Donc, le déficit, il s'est aggravé autour de 5,6% pour l'Union. Et pour les pays développés, on voit qu'il était encore plus fort parce que certains pays ont utilisé la politique de quoi qu'il en coûte. Ils ont utilisé toutes les ressources parce qu'ils avaient beaucoup de marge. Mais dans les pays de l'Union, les États ont fait ce qui était possible, mais le déficit est resté autour de 5,6%. Et tout de suite, les conséquences se sont fait ressentir. D'abord, sur la dette sur le marché financier régional. En une année, elle a augmenté du tiers parce qu'il fallait trouver des ressources. On a mis les dispositifs pour en trouver, mais en contrepartie, la dette a augmenté. La dette multilatérale, c'est essentiellement le FMI qui a fait beaucoup d'initiatives. Elle aussi, elle a augmenté de 20%. Donc, en un an, l'encours de la dette a augmenté de 6,5 points au niveau de l'Union. Je mets ici les éléments qui touchent la liquidité. Parce qu'on voit que l'encours est à 50, mais qu'est-ce qu'on utilise pour rembourser les services? Vous voyez, le service de la dette, il s'est accru de 10,3 points en relation avec le ralentissement des recettes fiscales. Donc, si vous avez 65% des recettes fiscales qui doivent servir pour le service de la dette, qu'est-ce qui reste? J'ai mis ça en pourcentage des recettes totales. Là, vous êtes à 54%. Quand vous avez 54% de vos recettes totales pour faire le service de la dette, qu'est-ce qui reste? Puisqu'il faut investir pour les générations futures. J'ai mis aussi le service de la dette par rapport aux recettes d'exportation. Et là, effectivement, les pays de l'Union disposent plus de marge parce qu'en matière d'exportation, les performances sont relativement bonnes. Mais on voit que pour certains pays, on commence à approcher les ratios qui sont définis dans le cadre de viabilité de la dette en termes aussi de services par rapport aux recettes d'exportation. Donc, ça aussi, ça permet d'attirer l'attention là-dessus. Alors, je mets ici le taux d'intérêt apparent de la dette publique qui est passé de 3,9 en 2019 à 4,1 en 2020. En fait, c'est parce qu'en 2020, comme on l'a vu, il y a eu beaucoup de recours au marché financier pour pouvoir assurer la gestion de la crise. Donc, comme il y a eu beaucoup de recours à des ressources à court terme, naturellement, il y a un coût derrière et qui a fait qu'au niveau de la dette publique, surtout à court terme, il y a eu un coût relativement plus élevé. Sinon, en moyenne, nous tournons autour de 3% pour la dette à court terme et autour de 3,5% pour les services de la dette publique globale. Alors, en période de crise, vous n'avez personne pour vous aider. Donc, dans les pays de l'Union, les États se sont retrouvés avec la Banque centrale pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour pouvoir permettre au pays de disposer des ressources. Donc, le gouverneur, les autorités de la banque ont essayé de développer des initiatives. Et la première initiative que la BCEAO a eu à faire dans le cadre de son mandat et qu'elle sait bien faire, c'est donner de la liquidité. Donc, la BCEAO a injecté de la liquidité dans l'économie pour qu'effectivement, les besoins de liquidité soient satisfaits. Au plus fort, nous avons vu des montants de 6 047 milliards. Mais en fin d'année, on était à 5 800 milliards de liquidités injectées par la BCEAO dans l'économie. Il faut indiquer que ce montant de 5 800 milliards en fin d'année représente 40% des titres en vie en fin d'année au niveau de l'Union. Alors, la BCEAO a également baissé son taux directeur de 2% et elle a surtout pris des dispositions pour protéger l'outil de production en demandant aux banques de ne pas pénaliser les entreprises qui ne pouvaient pas faire face à leurs échéances à cause de la crise. Et en contrepartie, elle a pris des mesures d'assouplissement et prudentiel pour protéger le bilan des banques et leur permettre de continuer à assurer leur activité normalement. J'ai mis ici les ressources mobilisées par les pays dans le cadre de cette crise COVID. Donc, l'ensemble des pays de l'Union ont mobilisé, rien que pour les bons COVID, 3 235 milliards au taux d'intérêt de 2,65%. Mais ça, ce n'est qu'une partie des ressources mobilisées sur le marché financier régional. Parce que le montant total qui a été mobilisé d'émissions, c'est 10
468 milliards que les États ont émis sur le marché. Donc, ils ont fait face au remboursement et de tout ce qu'ils avaient comme échéance de dette. On a vu que le service, effectivement, a augmenté et ils sont sortis avec une mobilisation nette de plus de 3 000 et autour de 3 500 milliards en 2020. Alors, sur le plan international, c'est le FMI qui a fait une réaction très rapide, vraiment rapide, parce que dès le début de la crise, le fonds a mobilisé tous les outils qu'il pouvait mobiliser, assouplissement des programmes, annulation des dettes, décaissement et dans le cadre des financements rapides. Et le fonds a pu mettre à la disposition des États sur l'année 2020 1 543 milliards. Mais ce qu'il faut retenir quand on dit que le fonds a donné, c'est aussi de la dette. C'est une dette sur 10 ans avec un différé de 5 ans et demi au taux d'intérêt de 0%. Donc, ça vient augmenter l'encours de la dette et c'est ce que vous avez vu avant, la dette multilatérale en hausse de 20%. Il y a aussi l'initiative de G20 qui a fait beaucoup parler d'elle parce que dès qu'elle a été initiée, tous les pays avaient l'espoir qu'au cours de l'année 2020, on n'allait pas payer le service de la dette parce que c'est une initiative de suspension du service de la dette. Mais tout de suite, la dette, dans le cas de la dette commerciale, surtout les eurobonds, les partenaires privés ont refusé de s'associer à l'initiative. Donc, les pays ont continué à assurer le service de la dette commerciale. Alors, maintenant, il restait la question pays par certains pays et gros pays qui avaient des dettes dans le pays ont mis aussi du temps pour s'associer à l'initiative. Donc, en interne, certains pays aussi ont pensé qu'en s'associant à l'initiative, ils allaient dégrader leur note sur le marché financier et international, alors qu'en dégradant la note, ils vont avoir des ressources plus chères. Donc, des pays comme le Bénin et la Guinée-Bissau ne se sont pas associés à l'initiative. Donc, en 2020, les pays de l'Union ont bénéficié au total de 154 milliards. Mais cette initiative continue jusqu'en décembre 2021. Et si elle se déroule normalement bien, les pays de l'Union devraient pouvoir engranger autour de 450 milliards supplémentaires dans le cadre de cette initiative. Alors, mais il y a eu la crise, mais il faut reprendre l'activité. Qu'est-ce qui a été prévu? En matière de politique de relance, les pays de l'Union ont décidé de rattraper rapidement les niveaux de croissance qu'ils avaient avant. Ça veut dire au moins les 6,5. Mais l'objectif est d'aller à 7,8 parce que les études montrent que pour réduire significativement la pauvreté, il faut des croissances qui voient au-delà de 7%. Donc, les politiques ont été définies suivant 3 axes. D'abord, gérer l'urgence en renforçant les capacités des systèmes sanitaires, en améliorant l'accès aux vaccins et pour pouvoir vacciner les populations et protéger les populations par des filets de sécurité sociaux. Ça veut dire que certains pays ont donné de l'argent directement aux ménages qui sont jugés relativement sensibles à la crise. D'autres ont donné des produits alimentaires. Ils ont payé les produits alimentaires, ont distribué aux ménages concernés. Et dans d'autres pays, on a fait une subvention directe sur les produits alimentaires. Donc, tout ça, effectivement, ça entraînait des coûts que le budget de l'État, par la suite, est à suivre. Ensuite, il y a la création d'emplois pour les jeunes, parce que la question de l'emploi est rapidement s'est posée. Donc, il y a la formation technique, formation professionnelle, accroître la résilience économique et puis accélérer l'économie numérique et digitale, où on pense qu'il y a beaucoup de potentiel d'emplois qui peuvent être créés pour les pays de l'Union. Et le troisième axe, c'est ce qui a augmenté et diversifié le potentiel des économies en investissant dans les infrastructures et la transformation structurelle, en insérant nos unités industrielles dans les chaînes de production mondiales, en transformant sur place les produits que nous avons au niveau de l'Union et puis développer les échanges interpays. Donc, tout ça, il faut encore de l'argent. Et cet argent, effectivement, bon, on voit que les perspectives telles qu'elles se dessinent avec les politiques qui sont initiées, les pays en rouge, c'est le déficit, en bleu, c'est l'évolution de la dette et les performances en termes de croissance en jaune. Donc, si on veut garder les taux de croissance de 6,5 que nous avons en minimum aujourd'hui, et si la dette doit continuer à évoluer comme elle a évolué jusqu'en de 2012 à 2019, la dette dans les pays de l'Union va continuer à suivre son train normal
et nous tendons d'ici 2025 à un taux minimum de 63% du PIB. Pour le déficit, les pays de l'Union ont décidé vers 2024 de revenir au déficit de 3%, qui correspond d'ailleurs à celui du pacte de convergence. Donc, bien que ce déficit soit à 3%, l'évolution du rythme de la dette serait très, très importante, comme illustré dans les graphiques qui sont présentés, si quelque chose n'est pas fait pour pouvoir augmenter les recettes propres en interne. Alors, j'ai présenté ici les marges budgétaires des États parce que les cas d'analyse de la viabilité a l'avantage d'analyser les marges budgétaires. Et ce que je peux dire, c'est qu'aucun pays de l'Union ne dispose d'une marge budgétaire. Partout où c'est mis élevé, c'est parce qu'on n'a pas encore intégré tous les effets de la crise COVID. Donc, tous les pays de l'Union, la marge budgétaire aujourd'hui est faible. Et pourtant, il faut financer les politiques que les pays ont définies. Alors, comment? D'abord, en comptant sur nos ressources propres. Mais en matière de dette, voilà ce que les pays de l'Union ont comme règlement. Le règlement, c'est quelque chose qui existe déjà, qui a été défini et qui conseille les pays de l'Union dans la définition des stratégies d'endettement. Donc, mobiliser davantage de ressources concessionnelles, diversifier les sources de financement, privilégier les emprunts intérieurs à long terme. Aujourd'hui, nous avons les emprunts jusqu'à 12 ans et certains pays vont essayer le marché à 15 ans. On espère qu'on va aller encore plus loin pour que les États disposent un peu plus de souplesse dans le service de la dette. Accorder une priorité aux emprunts à taux fixe. Et ici, pour les emprunts extérieurs, la dette extérieure que nous avons, il n'y a que 13% de la dette qui est en dollars. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes de taux d'échange, de fluctuation d'échange dans la dette des pays de l'Union. Renforcer les interventions des États sur le marché financier régional et lisser le profil d'amortissement pour atténuer le risque. Alors, la BCEAO, naturellement, a essayé encore de voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour assurer cette relance des économies de l'Union. Donc, le gouverneur, avec ses équipes, c'est cette idée, effectivement, de lancer des obligations de relance. Des obligations de relance pour permettre aux pays d'avoir des ressources, parce que c'est difficile actuellement de trouver des partenaires extérieurs qui vont nous donner de l'argent. Donc, l'idée des obligations de relance est de permettre aux pays de disposer de ressources rapidement pour pouvoir assurer le financement des politiques. Alors, je vous présente ici le point des obligations de relance au 20 septembre. Les obligations de relance ont été montées avec l'agence IMOATIT, donc c'est sur le marché par adjudication. Et vous voyez que les États ont mobilisé déjà 2500 milliards, parce que le lancement a eu lieu le 21 février, 2500 milliards au taux de 5,8% en termes de rendement. Ce taux, effectivement, baisse par rapport à ce qui était fait avant sur le marché. La BCEAO a également vu avec l'agence IMOATIT pour lancer les bons de soutien et de résilience. Les bons de soutien et de résilience, c'est pour parer aux plus blessés parce qu'il y a des programmes urgents qui étaient en cours et les États ont besoin de ressources. Donc, les bons, c'est sur 12 mois. C'est une partie du marché qui n'était pas suffisamment exploitée. On a lancé les bons le 16 août et déjà, on a 265 milliards mobilisés sur ce compartiment avec un taux de 2,74%. Mais le FMI aussi, dans le cadre des concertations pour gérer la crise, puisque la crise a eu deuxième round, troisième round, a décidé de mettre à la disposition de tous les pays du monde 650 milliards de DTS. Dans ce cadre, les pays de l'Union ont bénéficié effectivement de 1 300 milliards de francs CFA. Cet argent qui a été viré par le FMI le 23 août à la BCEAO a été transmis le 23 août à l'ensemble des pays de l'Union. C'est aussi une dette. Même si elle est appelée dette perpétuelle, c'est aussi une dette qui effectivement figure dans l'encours de la dette des pays de l'Union. Alors, le sommet de Paris, qui avait réuni l'ensemble des partenaires africains avec beaucoup de partenaires de pays avancés, avait soulevé beaucoup d'initiatives qui peuvent être intéressantes en matière de financement. La première, c'est que les pays avancés qui ont bénéficié d'une partie de 150 milliards décident volontairement de mettre à la disposition des pays africains 100 milliards. Donc, aujourd'hui, on attend quels sont les pays qui vont donner l'argent, quel sera le montant effectif
et comment ce montant sera mis à la disposition des pays africains qui attendent ça impatiemment, puisque depuis le 23, le montant des allocations de DTS ont été faites. Une autre idée qui est très importante, c'est que le sommet de Paris a appelé à plus de flexibilité concernant les plafonds d'endettement et de déficit budgétaire lorsque c'est approprié. Parce que si, après la crise, il y a des initiatives à l'international qui permettent de mobiliser des ressources et que les pays ne peuvent pas faire les politiques qui vont avec des déficits qui sont limités, ils n'ont pas la possibilité d'aller faire les emprunts, alors ils vont passer à côté d'opportunités. Donc, le plus important est d'analyser les politiques que les pays vont mettre en place et, si c'est nécessaire, autoriser qu'il y ait un dépassement des déficits budgétaires de telle sorte que les pays engagent les politiques et le financement des infrastructures au moment opportun. Il y a aussi le renforcement des ressources de l'association IDA. Vous avez tous suivi le 15 juillet la conférence qui a eu lieu en Côte d'Ivoire qui a réuni 22 pays pour pouvoir appeler à une forte reconstitution effectivement des ressources IDA. Alors, maintenant, il y a de nouveaux mécanismes qui sont en train de se développer, qui ne sont pas encore je dirais, très mûrs, mais c'est des idées qui sont développées par les institutions. Donc, on espère que ça va apporter quelque chose. C'est d'abord le mécanisme d'atténuation des risques de la Banque mondiale. L'idée, c'est de stimuler l'investissement privé dans les grands travaux d'infrastructure et encourager les partenariats publics-privés en apportant deux types d'instruments. Un instrument d'apport de liquidité pour garantir les obligations de paiement des entreprises publiques vis-à-vis de projets privés, et puis un instrument d'assurance contre les risques politiques et couverture de la contrepartie de l'État dans les cas de prêts de participation. Il y a aussi les financements panachés qui combinent les dons, les financements concessionnels et les prêts commerciaux. L'objectif est de mobiliser davantage d'investissements privés dans les infrastructures, réduire les risques dans la structuration des projets impliquant le secteur privé et faciliter le financement privé de projets ayant des avantages sociaux importants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en substance? En substance, on peut dire aujourd'hui que le recours à l'endettement a permis aux pays de l'UEMOA de pouvoir enregistrer des progrès socio-économiques, même si ces progrès aujourd'hui méritent d'être consolidés. Les analyses de viabilité de la dette du Fonds et de la Banque mondiale ne suggèrent pas une dégradation des appréciations sur le risque de surendettement, même si les vulnérabilités se sont accentuées. Les États membres de l'Union ont placé leur budget sous le sceau de la relance économique, de la transformation structurelle des économies et de l'amélioration du capital humain, avec un accent particulier sur la vaccination, le renforcement des filets sociaux de protection des populations et la création d'emplois à travers la promotion du secteur privé. Mais pour financer ces politiques, il faut des ressources. Naturellement, il y aura des besoins de recours à l'endettement intérieur et extérieur. Mais pour pouvoir satisfaire ces besoins de financement, il y a un certain nombre de considérations auxquelles nos pays devraient faire attention. Ça veut dire renforcer la mobilisation des recettes publiques pour accroître l'espace budgétaire. Les données que j'ai présentées ont montré que nous ne pouvons pas compter sur des questions d'aide publique ou des questions de dons pour pouvoir assurer effectivement le financement de nos investissements. Même si on prend l'endettement pour financer, il faut demain rembourser. Et pour rembourser, ça va être toujours avec des ressources propres. Donc, on a un devoir de pouvoir renforcer la mobilisation des recettes publiques pour nous permettre de disposer de marges pour assurer l'investissement dans nos économies. Améliorer l'efficience des investissements publics. Ça, c'est très important que le choix des investissements prioritaires soit un choix consensuel qui permette, dès qu'on le réalise, on sait qu'on a renforcé la structure économique du pays et que cet investissement va permettre d'apporter demain dans le cadre de la croissance que nous aurons et nous permettre de rembourser la dette que nous avons contractée pour le réaliser. Accroître la capacité de gestion de la dette et la transparence de la dette, ça, c'est quelque chose qui est normal. Et puis, encourager les partenaires, même si aujourd'hui, l'apport n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité, les encourager à un meilleur respect de leurs engagements, ce qui nous permettra d'engranger plus de ressources dans ce cadre et rendre surtout robustes les initiatives visant à apporter plus de capitaux à l'Afrique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et mon premier mot, c'est d'abord vous remercier pour avoir rendu cette conférence possible.
et le directeur Aboutou, le directeur Yeli Kone, et l'ensemble de votre équipe qui a préparé cette conférence. Et je voudrais aussi remercier nos collègues des directions nationales qui suivent au jour le jour la dette et qui nous ont permis d'avoir toutes ces informations dans les 8 pays de l'Union et pour pouvoir vous les représenter. Et je voudrais dire merci au conseiller du directeur général, M. Madani Touré, qui est très actif avec le directeur des études économiques et de l'intégration régionale, M. Modibo Kamate, pour pouvoir répondre dans les questions dans le chat. Je voudrais réserver une mention particulière au chef de service de politique et programmes économiques qui est chargé au siège de la gestion de la dette, M. Gado Mohamed, et son équipe, M. Arnaud Yao, et les jeunes experts que nous avons recrutés au niveau de la direction pour nous appuyer dans les analyses scientifiques, M. Awakan et M. Bayale. Alors, je n'ai pas oublié l'adjoint au directeur des études de l'intégration régionale et les 2 autres directeurs qui sont à la DGM qui ont effectivement participé avec leurs commentaires et observations. M. Damo, directeur de la conjoncture économique, et M. Amani, directeur des statistiques. M. Damo, directeur des études économiques de la ligne monétaire. Alors, le seul commentaire que j'allais faire en termes de conclusion, c'est de dire que la dette, c'est quelque chose, c'est un processus normal pour toute économie. Tous les pays dans le monde sont endettés, y compris les pays les plus riches, les plus avancés aujourd'hui. Le pays qui émet le plus de dettes dans le monde aujourd'hui, ce sont les États-Unis. C'est la première puissance mondiale. Ils émettent 49% de la dette dans le monde. Si on cite les 5 pays qui suivent dans les émissions de dette, ce sont tous des pays développés. Nous ne pouvons donc pas être en dehors du processus normal de dette pour financer nos investissements, surtout que nous sommes à des niveaux d'investissement et de capital encore très faibles. Ce qui est important, c'est que nous prêtions attention à l'utilisation que nous faisons de la ressource. Ce qui veut dire que nous devons faire de bons choix de projets et le peu de ressources que nous allons emprunter, l'utiliser d'une manière efficiente. Parce que l'endettement que nous faisons aujourd'hui, ce sont les générations futures qui devront y faire face. Donc, il faut que les choix des projets prioritaires, ce soient des choix qui soient faits sur la base du consensus et que la gestion soit faite sur la base de la transparence et de l'efficience.